Donc pour cette dernière table ronde, on va aborder un sujet passionnant, donc le sujet des stablecoins et notamment les stablecoins euros, avec une question voilà, qu'on pourra aborder sur est-ce que c'est plutôt une opportunité ou une menace pour la souveraineté européenne. Et donc voilà, le fait d'avoir commencé a fait venir Hubert qui nous rejoint. Et donc pour parler de ce sujet passionnant, on a la chance aujourd'hui voilà, d'avoir des experts de premier plan ici. Et pour commencer, je vais peut-être vous demander de vous présenter rapidement. On a aussi Ségolène qui est en direct de New York avec nous. Donc peut-être Ségolène, si ça ne te dérange pas, on commence par toi, si tu peux faire une rapide présentation sur toi et Circle. Oui, donc bonjour à tous, Ségolène Lallemand, je suis directrice au sein de l'équipe risque et conformité au sein de Circle. Donc pour faire très court, je suis responsable des contrôles internes pour s'assurer qu'à Circle, nous avons les bons contrôles pour satisfaire nos obligations réglementaires. Et je viens sinon, avant d'avoir rejoint Circle en 2022, de la finance traditionnelle. J'ai longuement travaillé au sein du groupe Société Générale. Juste quelques mots au sujet de Circle. Donc Circle est assez connu, je dirais, sur la scène internationale pour la diffusion et la maintenance, la gestion de sa stablecoin principale qui est l'USD Coin. Et nous avons aussi lancé en juin 2022 un Eurocoin, qui est donc une crypto-monnaie en euros. Et donc je pense que c'est tout à fait pertinent pour cette discussion aujourd'hui de pouvoir parler un petit peu de l'Eurocoin et de ce qu'on fait à Circle pour justement développer cette crypto-monnaie au sein de la zone européenne. Merci Ségolène. Tu veux prendre la parole peut-être ? Allez, c'est parti. Bonjour à tous, du coup moi Pierre Foujas, je suis le COO de LUG. Donc LUG, c'est une entité qui a été créée en mars 2021 et qui émet également un stablecoin euro qui s'appelle EURL. Donc on a construit en fait tout un écosystème de confiance autour du stablecoin. On travaille avec la Société Générale qui est le teneur de nos comptes et on est audité chaque mois par Deloitte. On a plusieurs cas d'usage, des cas d'usage très crypto, des cas d'usage un peu plus retail parce qu'on est également une filiale du groupe Casino. Et donc voilà, on essaye de développer au maximum les usages autour du stablecoin euro. Pierre. Allez, bonjour à tous, merci pour l'invitation. J'ai été député pendant 5 ans, maintenant je suis à la retraite et j'ai travaillé sur les cryptos, plus généralement la politique monétaire, mais aussi les dérivés donc, en lien avec les cryptoactifs. J'ai rendu 2 rapports sur le sujet. C'est une matière qui bouge beaucoup, pour lequel le législateur a essayé d'être proactif en France. On a essayé de mettre en place un régime à la fois réglementaire et fiscal qui permette d'avoir un peu plus de stabilité que la moyenne. Et donc j'ai eu plaisir de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice. Bonjour à tous, donc, merci Finance Innovation pour l'invitation à cette table ronde. Donc, je suis Hugo Bordet, responsable des affaires réglementaires à l'ADAN qui est l'Association pour le développement des actifs numériques. On est une association professionnelle et non-profit qui fédère les acteurs de l'industrie crypto-blockchain en France. Donc, à ce jour, on a un peu plus de 200 membres qui représentent une large palette d'activités autour des cryptos, donc des cabinets d'avocats, des PSAN, des émetteurs de stablecoins, mais tout un autre pan, toute une myriade d'autres activités comme la DeFi, les NFT, etc. En parallèle, je travaille aussi un petit peu sur la DeFi et dans d'autres associations comme l'association LBCA d'Uber. Bonjour à tous, mille excuses pour mon retard. Je sais, c'est comme un vieux cheval, il était directement aux écuries. Pour moi, les écuries de Finance Innovation, c'est la bourse. Donc, je suis arrivé, il m'a dit non. Bon, donc, ce qui explique mon retard. Je m'en excuse tout à fait auprès de vous tous. Donc, vous avez compris, je suis avocat. J'ai passé les scènes de ma carrière dans différentes banques internationales à faire des choses classiques dans une banque. Et depuis 10 ans que j'accompagne le monde des fintech et 9 ans que j'accompagne les acteurs dans le monde des cryptoactifs, j'ai le plaisir d'être là avec vous ce soir, et notamment sur quelques projets sur lesquels ils sont autour de la table, et d'autres projets pas encore sortis autour de stablecoin euro. Merci beaucoup. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Donc finalement, un stablecoin, on peut le définir comme un actif numérique qui a pour proposition de valeur de maintenir une valeur stable. Aujourd'hui, sur le marché, la majorité des stablecoins sont, on va dire, liés au dollar. Mais dans cet univers, il y a différents
types, différents mécanismes qui permettent justement plus ou moins de maintenir cette parité avec telle ou telle devise. Peut-être pour commencer, on peut refaire un point sur qu'est-ce qu'un stablecoin et justement un rapide aperçu des différents mécanismes que Circle ou Luc d'ailleurs vous utilisez. Peut-être Ségolène, tu peux commencer rapidement sur ce petit point. Oui, absolument. Merci Pierre. Donc, juste un petit rappel de définition par rapport à un stablecoin ou une crypto-monnaie. Donc, à l'origine, une crypto-monnaie telle que le Eurocoin ou l'UG, c'est une monnaie digitale qui est créée pour, comme Pierre le disait, faire en sorte que sa valeur reste stable. Donc, ça veut dire que les stablecoins sont adossés à un actif dont le prix est censé rester stable, telle qu'une devise, une devise fiduciaire ou un métal précieux comme de l'or par exemple. En fait, les stablecoins à l'origine, aux crypto-monnaies, ont été développés pour éviter des niveaux élevés de volatilité qu'on a relativement couramment sur les marchés des cryptos en général. Mais il est très important de noter, et l'histoire a démontré que tous les stablecoins aux crypto-monnaies ne sont pas les mêmes, ils n'ont pas été créés de la même façon. Et c'est très important d'avoir cela en tête quand on réfléchit à quel stablecoin utiliser. Et en fait, il y a 3 catégories principales en fait, de crypto-monnaies. Il y a celles qui sont soutenues par de la monnaie fiduciaire, donc c'est-à-dire qu'elles ont des réserves en cash dans des banques qui sont réglementées. Il y a en deuxième catégorie les crypto-monnaies qui sont soutenues par des algorithmes. Et il y a les crypto-monnaies qui sont soutenues par des actifs crypto qui ne sont pas des actifs de monnaie fiduciaire ou de réserve réelle. Et en fait, les crypto-monnaies adossées à des monnaies fiduciaires, comme le Eurocoin par exemple, sont rattachées directement à des euros. Donc il y a des euros qui sont dans des réserves, qui sont maintenus dans une banque, et qui permettent d'assurer la parité toujours 1 euro égale 1 Eurocoin, puisqu'il y a des réserves qui sont exactement à la même valeur que le volume total d'Eurocoin qui ont été émis par Circle, pour nommer Circle qui est l'émetteur de l'Eurocoin. Et ensuite, les crypto-monnaies qui sont adossées à des crypto-actifs, elles utilisent le jeu de la collatéralisation, puisqu'en fait, elles utilisent des éléments de collatéraux, des actifs qui sont mis en collatéral pour permettre d'assurer la parité de leur monnaie avec la valeur qui doit leur être attribuée. Donc on est sur un élément qui est moins garanti, puisque ce n'est pas de la monnaie fiduciaire, mais ce sont des actifs souvent sur les marchés crypto qui sont utilisés pour assurer cette parité. Et enfin, la troisième catégorie, qui sont les stablecoins algorithmiques, utilisent en fait des algorithmes pour permettre d'assurer la parité. Et l'histoire a montré que ces algorithmes ne sont pas parfaits et que du coup, il peut y avoir des décrochements. C'est ce qui s'est passé notamment avec la crypto-monnaie américaine Terra Luna il y a quelques mois, qui s'est effondrée puisque les algorithmes en fait, n'étaient pas basés sur des éléments solides. Et donc, on est dans une catégorie plus risquée, je dirais, de stablecoin, puisqu'on n'a pas une parité qui peut être assurée à tout moment avec des réserves solides qui sont garanties en temps réel. Voilà. Pierre, tu veux rajouter quelque chose? Non? Bon, sinon on va passer maintenant. Quand on parle du coup de stablecoin, de crypto, on peut pas ne pas parler de réglementation, qui est un sujet qui avance à grands pas, notamment en Europe avec MiCA. Mais quid aujourd'hui de la réglementation qui est en train d'être mise en place au niveau européen et des stablecoins, donc ce type d'actifs numériques qui, on l'a vu, peut avoir différents mécanismes, en tout cas, pour maintenir cette valeur stable. Hubert, peut-être tu as sûrement des éléments intéressants à nous apporter. Sous le regard de mes voisins de gauche, en tous les cas. Aujourd'hui, on a en France un cadre réglementaire sur lequel Pierre a beaucoup travaillé, qui est la loi Pacte. Et la loi Pacte, elle a un énorme avantage, c'est qu'elle existe. Et puis, elle a non pas un inconvénient, mais elle a ses limites, c'est qu'elle date déjà de 2019. Et à l'époque, il y avait des stablecoins, mais on en parlait moins.
Autrement dit, la loi Pacte ne distingue pas en tant que tel un actif numérique d'un actif numérique sous format de stablecoin, tel que ça a été exprimé tout à l'heure. Donc, les personnes qui aujourd'hui émettent des stablecoins, il n'y a pas de cadre réglementaire spécifique en France propre au stablecoin. Alors, la question est de savoir si le stablecoin tel qu'il est émis répond à la notion d'actif numérique ou à une autre notion que celle de la monnaie électronique. Je ne vais pas vous faire un cours de droit, mais c'est le sujet qui se pose sur la table. En tous les cas, le prochain règlement MiCA a tranché en disant que les stablecoins, ce sont des actifs numériques au sens du futur règlement européen, mais ce sont des actifs numériques spéciaux, en quelque sorte, particuliers, puisqu'ils répondent à une réglementation qui leur est propre, qui est celle donc des jetons de monnaie électronique. Et j'ai lâché le mot, en fait, ils sont assimilés à de la monnaie électronique. Et donc, on a dans le cadre européen qui s'annonce, et ce sera intéressant d'entendre Sarkel ici et Lug, puisque les émetteurs de stablecoin devront prendre un statut d'établissement de monnaie électronique. Il y aura un veto de la Banque Centrale Européenne sur les émissions de stablecoin. Donc, ça va se poser la question de l'existant. Je ne parle pas de ceux qui sont à venir. Ceux-là, ils devront passer forcément par un statut d'établissement de monnaie électronique, plus le visa, enfin le droit de refus, en quelque sorte, le veto de la BCE. Donc, très bien. Mais pour ceux qui sont déjà émis, il y en a deux autour de la table, ben voilà, est-ce qu'ils vont devoir, bien sûr, aller chercher l'agrément qu'il faut, et quid si finalement la BCE leur dit vous êtes gentil, mais finalement non. Non. Et donc là, je trouve qu'on a une belle question, c'est-à-dire qu'on a un stock encore relativement faible. Hein. On a un stock de stablecoins déjà émis en euros, selon des formats divers et variés. Lug expliquera le sien, mais il est bien cadré. Sarkel, moi je serais curieux d'écouter le sien en droit européen, justement. Mais que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, à mon avis, il risque d'avoir potentiellement un refus de la BCE. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? Qui veut rebondir sur ce sujet qu'évoque Hubert? Ségolène, du coup, peut-être un point de vue de Circle là-dessus? Oui, alors effectivement, c'est une question clé, bien évidemment, puisque pour nous, nous avons déjà commencé à émettre notre crypto-monnaie en euros. Et aujourd'hui, on l'émet depuis les États-Unis, mais ce qu'on veut, bien évidemment, pour être tout à fait pertinent, c'est l'émettre depuis l'Europe. Et donc, on attend avec impatience, j'ai envie de dire, le cadre réglementaire qui permettra de le faire dans les bonnes règles de l'art. Donc aujourd'hui, avec toute la réglementation européenne qui se met en place dans le cadre de MiCA, il y a justement des règles qui sont claires et précises et qu'on attend d'avoir justement en place pour pouvoir nous adapter notre modèle et assurer l'émission de notre crypto-monnaie dans le cadre de cette nouvelle réglementation. Donc c'est bien entendu quelque chose qui est bienvenu justement par les émetteurs actuels tels que Circle, puisque pour nous, ça nous permettra justement de conformer notre positionnement en Europe et de faire les choses en ligne avec la réglementation européenne. Aujourd'hui, on ne voit pas d'éléments de blocage dans le cadre de MiCA pour pouvoir poursuivre ce développement en Europe, mais il y a bien entendu des discussions, comme cela a été mentionné, qui sont en cours avec la BCE. Il y a encore beaucoup de questions qui sont à répondre et on ne sait pas justement comment, d'un point de vue exécution, le cadre de MiCA pourra se faire pour des sociétés telles que Circle, mais c'est notre désir le plus fort de pouvoir justement avancer avec ce cadre réglementaire pour l'émission de notre crypto-monnaie. Hugo ? Alors, juste peut-être pour revenir un petit peu sur ce que prévoit MiCA pour les stablecoins et les éléments intéressants d'un point de vue calendaire sur à quelle sauce est-ce qu'on va pouvoir être mangé en Europe. Donc déjà, MiCA, il faut bien comprendre que ça prévoit une réglementation qui est un peu bicéphale pour les stablecoins, puisque ça distingue deux types de stablecoins principalement, que sont les ART, typiquement des stablecoins qui sont adossés à un panier d'actifs, et les EMT que Hubert évoquait, les e-money tokens, qui sont des stablecoins adossés à une devise. Donc le cadre réglementaire qui va s'appliquer d'un ART à un EMT est similaire, mais va varier selon différentes dispositions.
moi, de mon avis assez global sur le sujet, je trouve que MiCA, ça a énormément de points positifs, effectivement, qui ont été évoqués. Pour éviter de réitérer les problématiques qu'on a pu avoir dans le passé avec un manque de transparence autour de certains stablecoins et potentiellement à des chutes qui peuvent arriver et qui peuvent être très problématiques pour les utilisateurs. Donc ça va inciter les acteurs à s'établir en Europe, à avoir des règles de transparence, enfin, à mettre en place une transparence vis-à-vis de leurs utilisateurs qui sera claire, avec des white papers qui seront détaillés parce qu'ils devront répondre à certaines exigences qui sont prévues par le règlement, des obligations en matière de remboursement, le redemption right qui est directement aussi prévu par le texte. Donc il y a énormément de points positifs, mais il y a aussi des points flous des points de flou qui peuvent s'apparenter à des points de blocage parce qu'on a aujourd'hui aucune visibilité sur comment ces sujets vont être traités. Donc ça a été évoqué par Hubert, tous les sujets de veto qui pourront être émis par la BCE et le contrôle de l'EBA qui sera effectué sur ce type de stablecoin, la manière dont les significant ART et EMT seront gérés par les autorités aussi assez flou aujourd'hui dans la manière dont ça devrait s'imbriquer. Et on a aussi certaines restrictions qui ont été posées par le texte ou exigences qui peuvent mener à des problématiques en matière de compétitivité pour ceux qui voudraient émettre des stablecoins en Europe. Je pense notamment, par exemple, sur les ART. Si on a un ART qui a une capitalisation qui dépasse les 100 millions en journalier, on va avoir une obligation de faire un reporting aux autorités nationales de notre customer base, des flux qui sont effectués en journalier avec notre stablecoin et essayer d'identifier parmi tous les flux quels sont des transferts qui sont utilisés à des fins de paiement ou d'investissement, enfin à des fins d'exchange. Donc tout ça peut avoir des implications assez importantes sur le marché des cryptoactifs. C'est pour ça qu'il y a énormément de textes de niveau 2 qui vont arriver par la suite et qui vont nous permettre aussi d'avoir une meilleure visibilité pour mettre en place toutes les règles qui ont été prévues par le texte pour être en conformité. Et maintenant, peut-être sur les éléments un peu plus de calendrier, on a eu un accord politique qui a été validé le 30 juin dernier, qui a mené à des discussions politiques tout au long de l'été entre les différentes institutions européennes pour arriver le 5 octobre à une validation du texte par le comité des représentants permanents du Conseil de l'Union européenne, puis par la commission Econ et Libé du Parlement européen le 10 octobre. Donc aujourd'hui, on est un petit peu dans une période de latence sur MiCA, puisqu'on attend la validation du texte en plénière qui a été repoussée. Du fait de la technicité du texte principalement. Mais une fois que ce texte sera validé en plénière, on aura définitivement sa publication au journal officiel de l'Union européenne. Donc c'est prévu début d'année 2023, sachant qu'on aura une période de transition pour les stablecoins qui sera de 12 mois. Donc ça signifie que d'un point de vue calendaire, on n'aura pas une entrée en application définitive des dispositions sur les stablecoins avant l'année 2024. Non, je ne vais pas rentrer dans la réglementation, parce que tu l'as très justement explicité. Mais je pense qu'on a parlé à la fois des différents types de stablecoins. On a commencé à parler de la réglementation qui est un vrai sujet qui vont s'appliquer sur ces objets. On n'a pas expliqué à quoi ça servait, quels étaient les enjeux. Et ce qu'il faut expliquer à ceux qui aujourd'hui maîtrisent moins la finance des cryptos, c'est que le marché des stablecoins, c'est un marché qui pèse 150 milliards, qui est principalement backé par de la fiat, donc collatéralisé, comme le disait très justement Ségolène, à 95%, que c'est à 99% que du dollar, donc en fait, c'est 150 milliards de dollars. Et ça sert à quoi ? Ben, ça sert à faire un pont entre la finance traditionnelle et la finance crypto, tout simplement. En fait, c'est aujourd'hui le moyen pour un acteur institutionnel de s'exposer à de la finance crypto. Il va juste apporter des dollars qu'il manipule en fait tous les jours dans ses activités financières. Il va créer des dollars équivalents finalement en crypto et ça va lui permettre de s'exposer ensuite à des stratégies financières qui sont dans la finance crypto. Parce que ces deux finances, la finance traditionnelle et la finance crypto, ne se parlent pas, elles ne sont pas interopérables d'un point de vue des systèmes d'information. Quand vous avez dit ça, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est un marché qui va peser des trilliards demain. 150 milliards, c'est le début. Demain, en fait, comme c'est le nouveau support de monnaie électronique,
ça va être un nouveau moyen finalement d'avoir de l'euro avec d'autres propriétés qui posent plein de problèmes d'un point de vue de la régulation, de la réglementation, LCBFT et autres, parce que vous pouvez le détenir en compte propre indirectement, enfin directement et indirectement, vous avez un collatéral, donc c'est un mécanisme un peu plus compliqué en termes de propriété, mais globalement vous pouvez le détenir en compte propre et vous pouvez faire des échanges peer-to-peer. Demain, ce marché va être de l'ordre de Triard parce qu'il permettra de s'exposer à la finance décentralisée qui va de plus en plus finalement remplacer une partie de la finance traditionnelle. Plus, vous allez avoir un marché qui va énormément gonfler parce que la finance crypto permet de rendre liquide des choses qui aujourd'hui ne sont pas liquides dans la vie de tous les jours. Le marché de l'immobilier, il n'est pas liquide. Il y a plein de choses, des droits matériels, immatériels, qu'on ne sait pas valoriser parce que vous ne pouvez pas échanger une partie de l'usufruit de votre bien contre une action Apple, par exemple. Demain, vous saurez le faire sur un marché totalement crypto parce que la mécanisme des contrats automatiques derrière, qui sont assez compliqués, feront qu'il y a des actifs aujourd'hui qui ne s'échangent pas, qui pourront être tradés directement sans passer par une succession d'intermédiaires qui crée de la friction dans l'échange. Et donc, il y aura besoin de valoriser tous ces actifs. Et il y aura besoin de stablecoins. Et donc l'enjeu aujourd'hui maintenant dans le débat politique, c'est de savoir est-ce qu'il y aura des acteurs privés ou est-ce qu'il y a des acteurs hégémoniques publics qui vont émettre le stablecoin. On entend parler beaucoup de CBDC, de monnaie digitale de banque centrale. En fait, c'est simplement un stablecoin. Après, on peut parler de la techno qui est sous-jacente, mais c'est un stablecoin en fait qui est émis par une entité publique. Et de l'autre côté, vous avez des acteurs qui émettent en fait des supports privés. Et donc il y a tout un débat politique aujourd'hui en lien avec la souveraineté monétaire qui a été lancé par Libra et Facebook lorsqu'ils ont souhaité faire leur premier stablecoin qui était plutôt un ART pour le coup, qui était adossé à une typologie de currencies et d'autres actifs. Et se trouve un débat aujourd'hui politique sur qui devrait émettre finalement ce type de monnaie. Alors, l'Europe a un peu tranché, elle a donc considéré que c'était de la monnaie électronique, c'est une bonne chose, parce que ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas un actif, c'est bien une crypto-monnaie, malgré le fait que les banques centrales réfutent le terme de monnaie, il y a bien des cryptos qui sont des monnaies. Et ensuite, elle a considéré qu'il pouvait y avoir des acteurs privés qui émettaient ce type de monnaie, comme des émetteurs de monnaie électronique aujourd'hui sur le marché. Par contre, le législateur, le politique, a souhaité mettre des caps pour éviter que la monnaie traditionnelle, en tout cas émise directement ou indirectement par la banque centrale et par les banques commerciales, ne soit challengée par des acteurs qui deviennent énormes. Et donc c'est ces sujets aujourd'hui qui irriguent la construction de la matrice réglementaire et législative et qui divergent en fonction de l'approche américaine et de l'approche européenne. Je ne vous parlerai pas de l'approche chinoise, parce qu'il y a une troisième voie, mais qui crée des débats politiques qui sont extrêmement importants pour notre système financier et puis plus généralement demain pour nos concitoyens dans l'utilisation finalement de la monnaie qu'ils détiennent tous les jours. Non, pas grand-chose à ajouter, en tout cas je trouve ça très clair. Juste sur le sujet de la souveraineté, pour répondre un peu à la question du débat, je pense qu'il y a deux niveaux. Vous avez le niveau euro versus dollar, et on l'a rappelé aujourd'hui, les stablecoins, c'est dominé à 99% par le dollar, et c'est un vrai sujet de souveraineté, de se dire est-ce que dans le monde de demain, avec les usages de demain, l'euro sera aussi présent, et ça c'est une question à mon avis que la BCE commence à appréhender de manière assez claire. Et puis vous avez un deuxième niveau qui est quels sont les acteurs qui vont se positionner sur l'euro. C'est-à-dire est-ce que ce seront des Européens ou est-ce que ce seront des Américains. Et donc là, en tout cas sur le premier niveau de souveraineté avec Ségolène, on sera d'accord. Je pense que voilà, on souhaite que l'euro soit plus présent et Circle le fait, Lug le fait et c'est tant mieux. Sur le deuxième niveau, c'est pour le moment aujourd'hui en tout cas on ne joue pas avec les mêmes standards. C'est-à-dire que Lug, on a décidé dès 2021 de s'inscrire dans les clous de la régulation, de préempter ces sujets-là, de devenir PSAN. On a déposé un dossier PSAN auprès de l'AMF, c'est beaucoup de compliance, c'est des règles qui sont assez lourdes et qu'on a mis en place pour devenir le stablecoin euro de référence émis par des Européens. Et puis il y a Circle qui a une stratégie assez différente, qui est aujourd'hui d'émettre depuis les États-Unis, avec des réserves qui sont aux US. Et voilà, j'entends l'argument qui dit qu'ils viendront s'implanter en Europe. Et nous aussi, d'un point de vue, et peut-être pour répondre à la question sur Mika, c'est quelque chose qu'on regarde de très près. Effectivement, le cadre encore aujourd'hui, il y a beaucoup de questions qui se posent, que Circle se pose, que nous posons, Lug. Ça manque pour le moment de clarté. On regarde les sujets et encore une fois, nous, on sera les premiers à essayer de se conformer au cadre réglementaire qui sera en vigueur à ce moment-là.
Non, bah, ça fait le pont avec le sujet que j'allais aborder, justement, de la souveraineté. Tu l'as tout à fait évoqué. Mais du coup, est-ce qu'on peut se poser la question, finalement, que cette nouvelle forme de représentation de la monnaie peut pas être aussi un atout pour l'Europe, en tout cas, pour se positionner au niveau international, enfin sur la scène internationale, face à d'autres devises comme le dollar ou le yuan chinois. Je sais, Hubert. Il faut reprendre un peu de recul au départ pour tout ça. Donc, vous êtes tous habitués à avoir deux types de monnaie. Il y en a un qui est dans votre portefeuille, il s'appelle la monnaie fiduciaire, c'est des billets ou des pièces. C'est vieux comme le monde en quelque sorte. Mais encore plus vieux que cette monnaie-là, on l'oublie, c'est l'étape d'Hammurabi, c'est la monnaie scripturale. Et la monnaie scripturale, en fait, c'est resté longtemps quelque chose de pas très clair, jusqu'au 19e, au début du 20e siècle, où la monnaie scripturale, c'est la monnaie émise par les banques commerciales. Il faut savoir que dans la masse monétaire M3, l'essentiel de la masse monétaire émise, c'est de la monnaie scripturale, c'est-à-dire la monnaie émise par les banques. Quand vous allez à votre banque demander un crédit, la banque vous crédite votre compte, vous croyez qu'il sort d'où l'argent? Ben, c'est la banque qui crée. Donc, en créditant votre compte d'une somme, la banque a émis de la monnaie. C'est la monnaie scripturale. C'est pour ça que la monnaie qui circule le plus, c'est la monnaie scripturale, la masse M3. La monnaie fiduciaire représente une part infime, j'ai plus le pourcentage, donc je voudrais dire des bêtises, de ce qui circule. Donc ça, c'est les deux formes de monnaie traditionnelle. Ce dont on parle là, et Pierre l'a très bien dit, qu'on s'appelle stablecoin privé ou CBDC ou autre, c'est-à-dire monnaie digitale de banque centrale, c'est une troisième forme de monnaie. C'est une forme numérique. En anglais, on dit digital, on dit numérique. Alors, vous n'allez pas avoir votre différence, qu'aujourd'hui, avec Apple Pay, vous allez dire, je suis déjà en train d'avoir de la monnaie digitale ou numérique. C'est pareil. En fait, ça n'a strictement rien à voir, puisque de la monnaie digitale ne passe plus du tout par les réseaux traditionnels de paiement bancaire. Alors on ne va pas refaire tout un cours là-dessus, mais donc, ça passe par des protocoles, en tous les cas, les stablecoins privés, des protocoles de blockchain. Lorsque les monnaies de banque centrale vont passer par des protocoles complètement nouveaux, en tous les cas, ça ne passe pas par les protocoles de paiement, c'est pas machin, etc. Madame Michu ou Monsieur Michu, il ne va pas avoir tellement la différence dans son portefeuille. Mais la technologie derrière est fondamentalement différente. Et donc, maintenant, je reboucle sur la souveraineté. Celui qui détient effectivement un protocole dans lequel il y a une émission suffisamment importante de monnaie numérique ou de monnaie digitale, il va pouvoir accompagner, alors les Chinois disent, la route de la soie digitale. Et le yuan, il est pensé pour la route de la soie digitale. Il est aussi pensé pour le financement en dette des pays où il y a énormément de marchandises, notamment en Afrique, puisque une partie de cette dette pourrait être demain remboursée en yuan digital. Donc vous voyez que déjà la Chine est devenue le premier créancier d'un certain nombre de pays en Afrique. Maintenant, cette dette pourrait être remboursée en yuan digital. Donc grosse attraction du yuan digital. On a les Américains qui ont donc cette double compétence, j'allais dire monnaie privée, monnaie publique, avec les stablecoins d'un côté, puis la Fédérale Réserve qui a ses projets qui avancent doucement, etc. Et l'euro là-dedans, on se dit, on fait quoi nous? On ne fait pas grand-chose. On risque de se retrouver un peu les dindons de la farce, parce que n'oubliez pas que l'usage d'une monnaie tient aussi au commerce qui est fait par cette monnaie. Pourquoi le dollar aujourd'hui ce rôle-là? Parce que c'est la monnaie du commerce international, tout simplement. Et donc, on ne va pas détrôner le dollar dans les 10, 15, 20 ans qui viennent sur le commerce international classique, mais dans le commerce international digital. C'est là où il y a l'enjeu. Et c'est là où l'Europe peut justement se placer en disant, OK, le rêve de l'euro qui était d'être un concurrent du dollar dans les réserves des banques centrales, on l'oublie un peu parce que ça n'arrête pas de baisser. Donc aujourd'hui, on est autour de vingtaine de pourcents des réserves des monnaies des banques centrales libellées en euros. Donc ce n'est pas un succès. Par contre, si on pense, ce que ne fait pas la BCE, si on pense à l'euro numérique et l'euro digital comme accompagnant toute la transformation digitale et numérique de l'économie et en faisant de l'euro la monnaie de cette digitalisation, là, il y a une place. J'étais un peu long, mais c'est parce que c'est pour bien montrer tous ces enjeux de souveraineté. Oui, sinon, derrière, on va avoir le yuan d'un côté. Peut-être qu'il n'y reviendra pas jusqu'en Europe, et certainement le dollar. Est-ce qu'on veut que l'Europe devienne une zone dollarisée comme la plupart des pays du monde? Parce que, soyons clairs, à part le Japon, à part la Chine, et encore, il n'y a que l'Europe qui n'est pas une zone dollarisée. Le reste du monde est dollarisé. Je peux prendre ma retraite, j'ai la relève. Non, c'est tout à fait juste. Oui. Est-ce que je peux me permettre juste un commentaire parce que je pense Bien sûr, Zekonen. Vas-y.
Et je pense qu'il faut qu'on garde en tête, en fait, la finalité de ces projets. Et bien entendu, la finalité, c'est les utilisateurs, en fait. Parce que les utilisateurs, ils vont être à la recherche de l'innovation. Et l'innovation aujourd'hui qui est proposée par les crypto-monnaies, c'est la facilité d'exécution, la rapidité d'exécution et le faible coût qui est associé avec cette exécution. Donc on parlait par exemple d'un prêt, d'un crédit octroyé par une banque. Demain, c'est le genre de choses qui peut se faire directement sur des protocoles de blockchain qui sont complètement ouverts et publics et sécurisés pour autant et qui peuvent être faits de façon immédiate, rapide et qui peuvent être accessibles à un public très très large. On discute beaucoup aujourd'hui de l'intérêt justement de l'industrie crypto pour ouvrir justement l'accès à ces aux systèmes de paiement que peuvent fournir le marché des cryptos, à ceux qui aujourd'hui n'ont pas accès au système bancaire traditionnel. Et ça, c'est très important de le garder en tête, parce que dans le cadre du développement continuel qu'on doit continuer à promouvoir, je pense, en tant qu'Européens de l'euro, il faut aussi qu'on soit bien au fait des innovations et qu'on soit dans la continuité de ces innovations, qu'on les soutienne et qu'on arrive à justement bien encadrer, bien ancrer l'euro, gérer dans ces innovations. Et ça passe justement par le soutien des crypto-monnaies et le développement de l'euro dans sa version numérique pour justement ne pas souffrir d'une dominance des autres crypto-monnaies qui risquent de se développer davantage, telles que le dollar, le yuan ou d'autres crypto-monnaies sur d'autres économies. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Ségolène. Je pense que l'erreur de certains Européens, et pour ne pas les citer, certains banquiers centraux, c'est de croire que la monnaie n'est pas dans le champ concurrentiel. Et la monnaie est dans le champ concurrentiel. Il y en a un qui a élu Hayek, là. La concurrence des monnaies. Oui, bien sûr. Mais il y a deux niveaux de concurrence et donc deux niveaux de souveraineté. Il y a un débat et qui, à mon avis, a trop irrigué les grands papiers, les grands régulateurs de ce monde, qui était la souveraineté publique-privée, donc en disant on ne veut pas d'un Facebook hégémonique qui émet, etc. Et il n'y a malheureusement pas assez de débat, nous, en tant qu'Européens, sur la compétitivité de notre devise par rapport à d'autres devises. Je ne sais plus qui me faisait cette réflexion, m'a dit, mais tu sais à quoi ça sert le franc suisse? J'ai réfléchi, no offense pour les Suisses, hein. Mais il m'a dit, bah, en fait, ça ne sert à rien à part avoir un compte bancaire en Suisse. Et c'est vrai que tu as du franc suisse parce que tu veux être en Suisse, en fait. Aujourd'hui, le dollar, quand tu parles à la banque centrale ukrainienne, je ne sais plus si je t'en avais parlé, Hubert, tous les échanges aujourd'hui du pays entre l'Ukraine et la Turquie se font avec du Tether, donc, qui n'est pas qui est l'autre acteur américain qui n'est pas Circle, qui est d'ailleurs beaucoup moins respectable que Circle, je me permets de le dire. Et en l'occurrence, les échanges internationaux se font dans cette simili-devise. Donc pour le banquier central ukrainien, c'est un problème parce que défendre finalement sa souveraineté, la force de sa devise, il ne sait plus le faire parce qu'il y a des flux aujourd'hui qui quittent le mécanisme monétaire traditionnel. Autre exemple, dans la recomposition monétaire que l'on voit entre les différentes zones qui sont là pour le coup largement trustées par les Américains qui ont un droit extraterritorial qui me paraît être gênant et pas assez contesté par les Européens, ça vaut pour le coup des acteurs financiers traditionnels, eh bien, il y a une recomposition en dehors du système monétaire traditionnel d'autres acteurs, en premier avec la Chine, mais avec d'autres, l'Iran, la Russie, d'autres pays africains qui ne souhaitent pas être alignés, ce qui peut être déplorable d'un point de vue de la politique et de la géopolitique, de la politique internationale, mais pour le coup, c'est un fait. Et donc, il y a une structuration monétaire à côté qui est en train de s'opérer parce que certains veulent quitter le giron de la suprématie américaine sur le volet financier. Donc il faut l'anticiper, il faut le voir à la fois, comme le disait Ségolène, comme une opportunité pour nos concitoyens, pour une partie, un gros tiers de la population mondiale qui est complètement débancarisée, qui a un smartphone mais qui n'a pas de compte bancaire et qui donc pourrait indirectement avoir un wallet et de la crypto pour pouvoir payer. Une autre partie de la population qui n'a pas des devises aussi fortes. On se moque très souvent des pays qui ont adopté le Bitcoin. Moi, je ne suis pas un ayatollah du Bitcoin, mais il faut quand même remarquer qu'entre la lire entre la lire et, je ne sais pas moi, la devise, par exemple, libanaise,
ou bien d'autres devises en Amérique du Sud, aujourd'hui le Bitcoin a moins de volatilité finalement que leur propre devise. Donc il y a des enjeux aujourd'hui où on vit dans une zone, nous on a une certaine forme de stabilité, parce qu'on a fait des choix politiques sur la monnaie commune. Il faut la défendre, à mon avis, avec plus de force et vigueur, en ayant un petit peu moins d'œillères sur ce qui se passe à l'étranger, parce qu'on est dans le champ de la compétitivité, à la fois entre pays et entre différents acteurs dans le champ monétaire. Tout à fait, Hugo, tu veux rajouter? Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Pierre, mais aussi avec ce que viennent de dire Hubert et Ségolène. Et je pense qu'au niveau européen, on ne met pas suffisamment l'accès sur le sujet compétitivité. On reste vraiment attaché à la souveraineté. Et la stratégie qui a été adoptée par l'Europe, à mon sens, a été de placer sa souveraineté par rapport aux monnaies numériques de banque centrale sur lesquelles la BCE pourra conserver une gouvernance totale. Ce qui est problématique, c'est que c'est un non-sujet, selon moi, de vouloir, entre guillemets, restreindre ou en tout cas ne pas faciliter l'adoption de certains stablecoins sous le prétexte qu'il y a un euro qui est en cours de développement, parce que cette devise et ces actifs ne remplissent absolument pas les mêmes objectifs. Et les stablecoins euros sont finalement émis au service de l'euro, puisque ça a été dit par Pierre, mais on a 99% des stablecoins qui sont adossés au dollar. Sur l'aspect capitalisation, c'est 150 milliards de dollars de capitalisation des 5 premiers stablecoins dollars, alors que sur les 5 premiers stablecoins euros, on n'est qu'à 500 millions de capitalisation. Donc on a vraiment un gap. Or, il faut vraiment que l'euro puisse être interopérable et complémentaire au fonctionnement et à l'évolution de ces stablecoins pour deux raisons. D'abord pour une raison qui est opérationnelle, parce qu'en fait les stablecoins privés n'auront absolument pas n'ont pas la même utilisation qu'aura l'euro quand il sera émis d'ici quelques années, puisque comme ça a été évoqué, les stablecoins sont aujourd'hui principalement utilisés dans la sphère crypto pour se couvrir du risque de volatilité, pour être utilisé à des fins d'arbitrage dans le secteur de la finance décentralisée, alors que l'euro aura plutôt une vocation, en tout cas la manière dont ça a été décrite, à être destiné directement aux citoyens européens pour effectuer des paiements offline de pair à pair. Sur le deuxième volet, ils ne remplissent pas les mêmes objectifs d'un point de vue calendaire, encore une fois, puisque aujourd'hui les stablecoins existent, fonctionnent, ils capitalisent plusieurs milliards, alors que sur l'euro, on est encore dans une phase d'investigation de la Banque Centrale Européenne qui n'a toujours pas décidé, finalement, si elle allait émettre ou non son euro. Donc, bien sûr, dans cette salle, on est tous conscients que c'est presque une évidence que l'euro sera émis, mais on est encore dans une phase de prospective, j'irais dire. C'est la raison pour laquelle, selon moi, la souveraineté est mal gérée à ce niveau-là. Et on devrait vraiment se focaliser sur cette interopérabilité, sur l'existence commune de ces actifs avec cette nouvelle forme monétaire. Oui, mais je vois qu'il reste 2 minutes, donc ça sera pour moi le mot de la fin, en tous les cas. Il y a un autre aspect qui est souvent peu débattu, et c'est pas, je pense, Pierre qui me contredira, c'est que je trouve que la question, j'ai bien dit la question, et non pas le débat, la question autour de la sortie de l'euro digital, c'est qu'il n'y a pas de débat. C'est-à-dire que c'est vu comme un aspect purement technique. La BCE dit c'est de ma compétence. Je suis désolé, c'est une question de souveraineté cette fois-ci populaire au sens démocratique du mot. Et je suis très surpris, là c'est mon coup de gueule habituel, je suis très surpris qu'on laisse faire la BCE une transformation aussi importante sans que le Parlement européen, au moins, n'ait un mot à dire plus qu'un petit rapport et un petit truc de temps en temps. Et quant aux parlements nationaux, qui ont eu eux leur mot à dire lors du passage des monnaies nationale à l'euro, c'est eux qui l'ont décidé. Là, on a fait du passage de l'euro fiduciaire à l'euro numérique une question technique, purement technique, alors que c'est une question démocratique, puisque vous n'êtes pas sans savoir, et vous le savez, qu'il y a quand même la face noire des stablecoins et plus globalement des cryptos, c'est la traçabilité. Et donc tout le monde se dit, mais qu'est-ce qui va arriver si demain je paye avec un euro numérique et je retrouve finalement mes informations privées, qui chez le fisc, qui ailleurs. On est en Europe, on dit on est tranquille, on est des démocrates. Oui, ben jusqu'à quand? Donc c'est un sujet d'abord politique. Et Pierre, je pense que tu devrais gueuler comme moi en disant, où sont les politiques là-dedans? J'ai cru comprendre que ça redescendait, c'est que la BCE a dit bon, maintenant il faut que ce soit un sujet politique, ce qui comprennent que sinon il n'y aura pas d'adoption.
parce que je ne suis pas aussi sûr que toi. Je pense que l'euro digital peut être une catastrophe. Enfin, une catastrophe d'un point de vue produit, pour le coup. Je parlais vraiment des objectifs de l'euro. Oui, je pense qu'il sortira. Mais aujourd'hui, dans l'absence de définition et l'absence de débat politique, il se pourrait qu'on soit dans la première monnaie émise par un État pour lequel il n'y a pas d'adoption parce qu'il n'y a pas de confiance. Et pas de cas d'usage. Et pas d'usage, voilà. Oui, pas d'adoption, pas d'usage, parce qu'il n'y a pas de confiance. Parce que la monnaie en tant que telle, on peut toujours itérer sur les 3 caractéristiques de ce qui font une monnaie, mais en fait, ce qui fait une monnaie, c'est sa confiance. Si vous n'avez pas confiance dans comment elle fonctionne, de ce qu'elle permet de faire, c'est-à-dire est-ce qu'elle permet de superviser les transactions, etc., bon, bah, vous allez peut-être préférer toujours utiliser du cash, même si vous n'avez rien à cacher. Et aujourd'hui, dans le modèle politique de la monnaie, on n'a pas encore à arbitrer, à savoir qu'est-ce qu'elle était. On n'a pas arbitré le paradigme d'émission. Comme tu disais très juste bien, Hubert, la seule créance que nous détenons sur les banques centrales, c'est la monnaie fiduciaire. C'est l'argent que nous avons dans notre poche, sonnante et trébuchante. Après, sinon, en fait, on a une créance sur une institution bancaire, mais on n'a pas une créance sur la banque centrale. Aujourd'hui, l'émission de CBDC, l'Europe a tranché, si elle est de retail, elle se fera directement émise par la banque centrale. Donc, ça ne plaît pas aux banques commerciales, parce que ça nuit à leur ratio de solvabilité, ça crée des problématiques. Aujourd'hui, vous décalez en fait le paradigme d'émission monétaire vers le haut. Et ça, c'est le premier sujet qui n'a pas été tranché, ou sur lequel il y a encore de l'achoppement entre banque commerciale et banque centrale. Et de l'autre côté, c'est juste en termes d'adoption. Moi, en tant que citoyen, je veux en effet savoir où est la donnée. Est-ce qu'elle est dans des institutions qui sont des autorités administratives indépendantes? Est-ce qu'elles sont aux mains des banques centrales? Est-ce que c'est aux mains, finalement, du juge judiciaire quand il y a une levée? Enfin, c'est pas du tout la même chose. Et en termes de propriété privée, en termes de données, etc., bah aujourd'hui, le curseur, il est très mal défini. Et il est très mal défini notamment dans les textes LCBFT, où on voit toute une forme de transposition aujourd'hui des règles habituelles sur les banques à la crypto, alors même que le paradigme est totalement différent, qu'on est sur des entités totalement décentralisées, et qu'aujourd'hui, pour conclure là-dessus, le principal problème de la blockchain, ce n'est pas le pseudonymat, c'est sa toute transparence. Si demain, vous savez qui est derrière une adresse publique, vous connaissez l'intégralité, non pas de sa transaction, mais de tous les flux qu'il a organisés, avec qui il a échangé de la valeur. Quand une banque contrôle une transaction, elle demande la source de la provenance des fonds. Déjà, le tiers ne sait pas ce que le voisin fait avec, mais surtout, la banque, elle ne sait pas exactement ce qui s'est passé jusqu'au début, au jour où il y a eu une naissance du compte. Avec la blockchain, vous pouvez faire ça. Et donc, ça pose des vrais problèmes en termes de propriété privée et en termes de liberté individuelle qu'il faudra résoudre d'un point de vue politique. Pardon. Non, bah, je pense que c'était un petit peu les mots de la fin qui peut conclure les débats. C'était vraiment passionnant comme débat. Et merci à tous d'y avoir participé. Voilà, est-ce qu'il y a un dernier mot? Quelqu'un veut émettre un dernier mot ou... Ségolène ou non? Okay. Non. Je pense qu'on a plutôt bien couvert le sujet et on ne peut qu'espérer justement qu'on arrive enfin à un consensus qui soit optimal pour l'euro et la zone euro dans son ensemble pour justement continuer son développement à l'échelle internationale. Parfait. Merci beaucoup en tout cas.